Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, et avant de me lancer dans le vif de notre sujet, j'ai décidé de commencer mon intervention par une devinette, que peut-être nos chers opposants n'arriveront pas à comprendre. Mais ne vous inquiétez pas, car mon rôle aujourd'hui n'est que de vous clarifier toute chose ambiguë. Alors, je commence par la lettre I, et je termine par la lettre N. Et je suis une aventure pleine d'espoir qui finit malheureusement toujours par un regret amer. Qui suis-je ? Bien sûr, je ne suis nul autre que le phénomène d'immigration. Depuis l'aube de l'humanité, les populations se sont déplacées d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre, et se sont déplacées parfois pour quelque temps, parfois pour toujours, parfois isolées et parfois en groupe. Des riches, des pauvres choisissent de quitter leur pays pour de meilleures conditions de vie ou pour de plus grandes chances de réussite, disent-ils. Une fois rendus à leur destination de rêve, les données changent. Et des sentiments proches à la déception, du remords et du désespoir commencent à voir le jour. Les uns croient être piégés eux-mêmes, d'autres nient la réalité des choses et continuent à vivre dans un monde appartenant à la 5e dimension. Ceux ou celles pour qui les choses se sont bien passées, et tant mieux pour eux, sont en fait peu nombreux. Et la plupart des personnes déjà résidentes à l'étranger hésitent à choisir entre retourner au bled ou attendre jusqu'à ce que les choses s'améliorent. De plus, si toutes les personnes capables de donner des choses utiles à la société, telles que les travailleurs qualifiés ou les investisseurs se déplacent avec leurs compétences ou richesses, je me demande bien ce qui adviendra au bled. Où avez-vous abandonnant vos origines derrière vos dos? Avez-vous le plaisir de périr dans les ténèbres des flots? Croyez-vous vivre mieux hors de votre patrie? Va-t-on vous admettre tel en fait dans votre ethnie? Captivé par ces tentations que vous croyez convenables, rappelez-vous les tentations d'autrui, négligeables. Ces pauvres âmes qui se perçoivent lâchées et égarées, sans hésiter, prennent la clé des champs cachés. Sous les cales d'un bateau, ne sachant qui devenir, où arriver, où revenir, vont-ils survivre ou bien mourir? Ces pauvres miteux deviennent victimes de la mer. Ces pauvres miteux deviennent victimes de la mer, joignent leurs ancêtres qui avaient beau essayer, mais rares sont ceux qui y sont arrivés. Quant à ceux qui réussissent à atteindre l'autre terre, la chance se tourne. Mais il ne faut pas en mettre sa mère. Merci. Alors, Neda, je voudrais juste clarifier un truc parce que quand vous parlez de l'immigration, vous êtes implicitement en train de défendre notre position. Déjà, premièrement, parce que lorsque l'immigration, c'est ce qui prouve c'est ce qui montre, que le pays dans lequel ces gens qui immigrent, ça leur convient pas. Ça, premièrement. Deuxièmement, l'être humain, que ce soit un immigrant ou pas, il a toujours de l'amour envers ce pays. Mais si ce dernier lui offrait les conditions favorables pour réaliser ses rêves, croyez-moi, il n'aurait jamais pensé à le quitter. Ça, deuxièmement. Et après, vous allez me dire que pour améliorer mon pays, je dois y rester. Mais moi, je dirais que si ce dernier ne me convenait pas, si ce dernier ne m'offrait aucune condition favorable pour mon épanouissement, je penserais à leur stratégie. Alors, pour le quitter, en le quittant, je le quitterai pour me cultiver, m'améliorer, m'épanouir. Et alors, j'aurai de fortes chances pour le tirer vers le haut. Et je peux toujours y apporter de la valeur ajoutée, sans avoir à y vivre dedans. Ça pourrait être clair. Alors, voilà. Nous sommes en vie. Nous bougeons, nous mangeons, nous agissons, nous faisons des projets. Mais la question qui se pose, à quoi sert cette vie que nous avons? Parce que pour traiter le sujet du jour, il va falloir tout d'abord répondre à cette question. Passer toute sa vie sans comprendre la véritable raison de notre existence risque de nous faire passer à côté de notre but. Car nous avons un objectif à atteindre, évoluer, se développer. Et ceci ne peut guère être réalisable en baissant les bras et en ignorant la situation lamentable qu'endurent nos pays. La vie a toujours été une question de choix. Ça commence par la tétine ou le tétan, ça se termine par le chêne et le sapin. Et en tant qu'individu doté d'une capacité de choisir entre le bien et le mal, nous sommes chaque jour confrontés au dilemme suivant. Se relever ou rester à terre, se révolter ou s'adapter, être un héros ou un lâche. Et là, opposant, je vois que votre choix a déjà été fait. Comme l'a si bien dit Descartes, je pense, donc je suis. Et c'est là où réside la différence entre je suis et j'existe. Donc, en adoptant votre position, en considérant les pays du monde comme étant convenables, vous existez seulement, votre pensée est vide et vous vivez dans une ignorance totale. Après tout, pourquoi chercher midi 14h lorsque la paresse et la lâcheté vous facilitent la vie? Mais excusez-moi de vous dire que c'est cette lâcheté qui finira par détruire l'humanité.
Aujourd'hui, je me tiens devant vous, et au nom de tous les Marocains, au nom de ces jeunesses désespérées, et au nom de toutes les générations passées et à venir, je me révolte. Je suis une Marocaine et mon pays ne me convient pas. Pourtant, j'aime mon Maroc, la terre de mes ancêtres que je peux saisir entre les mains. Cette odeur d'épices, d'air marin, je m'en lasserai jamais. Mes compatriotes, qu'ils soient bourrés de défauts ou pas, je les aimerai toujours. Mais je ne peux pas dire autant des systèmes politiques et organisationnels de mon Maroc. J'aime mon Maroc et c'est la raison pour laquelle que je dis haut et fort que sa situation actuelle ne me plaît pas. Je critique parce que je suis jalouse pour mon Maroc. Mais vous voulez savoir ce qui ne me plaît pas dans mon pays? Je vais vous le dire. La défaillance du système éducatif, les conditions de scolarisation sont lamentables, la privatisation de l'enseignement qui ne fait qu'accentuer les inégalités sociales. Les résultats, en fin de compte, des équilibres sur le marché du travail, avec un taux de chômage élevé pour les jeunes, les écarts de rémunération, l'exclusion des femmes du marché du travail. Sans oublier, comme l'a si bien dit M. Kaldor dans son carré magique, qui dit augmentation du taux de chômage, dit diminution de la croissance économique. Sans oublier l'exclusion sociale, criminalité, délinquance et pauvreté. Alors pour vous, c'est ce qui nous convient le mieux? C'est ce qu'on mérite en tant qu'aigles les leaders d'un demain mieux qu'aujourd'hui? Messieurs, dames, je fais partie d'un peuple où le sexisme atteint son paroxysme, où le concept de virginité n'est applicable qu'aux femmes, où une femme qui ne veut pas se marier est une fille sans honneur. Je fais partie de ce pays où l'on prie beaucoup, mais où la calomnie, l'hypocrisie, la corruption et le mensonge sévissent le plus. Je fais partie de ce pays qui pénalise Hajar Raissouni pour avortement au lieu de porter jugement au crime et au viol. Je fais partie de ce pays qui encourage Stati au lieu d'encourager les génies. J'ai honte des aspects de mon Maroc. Est-ce que je mérite ça? Certainement pas. Et surtout, épargnez-moi votre seul argument, l'homme est le seul responsable et qu'on récolte ce qu'on mérite parce que c'est ce genre de mentalité primitive qui fait reculer nos pays au lieu de le faire avancer. Sachez juste que dans chaque société, il y a du bon, il y a du mauvais. Une catégorie essaie de tout améliorer tandis que l'autre ne fait que tout cacher. Mais maintenant, assez parlé du Maroc, premier contre-exemple déjà présenté. Cependant, votre position est désormais invalide, mais comme je suis de nature insociable, nous allons passer à l'échelle internationale. Et entre-temps, chère Assemblée, je vous prie, je vous laisse savourer la nonchalance des propos de nos chers opposants, contaminés d'hypocrisie et d'égoïsme. Merci. En effet, tout d'abord, mademoiselle Réris, si vous avez une mère, vous ne la quitterez jamais. Pour une autre qui vous donnerait tout. Jamais vous le ferez, c'est ça. Autre chose, il ne suffit pas de parler, mais il suffit d'agir. Et ceci dès maintenant. Trêve de mondanité. Mesdames et messieurs, tout d'abord, j'aimerais vous remercier. Vous vous demandez certainement pourquoi. Eh bien, c'est grâce à vous et grâce à ces grands débats que j'ai pu faire le tour du monde. Commençons par l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, l'Antarctique. Et là, on se dirige directement vers l'Asie. Et plus précisément, à l'île de Singapour. Et sur ce, faisons un petit flashback d'ici à 61 ans. 1959. Lee Kuan Yew venait d'être le premier ministre de Singapour après la colonisation des Britanniques. En effet, celle-ci fut fusionnée avec son pays voisin, la Malaisie, en 1963. Sauf que 2 ans après, cette dernière abandonna cette petite île qui devient une nation souveraine en soi. Lee Kuan, choqué, ne sait plus quoi faire d'un pays aussi pauvre. Combattre et le développer ou faire ce que nos opposants auraient pu faire. Je pense que vous avez deviné la réponse. Eh oui, Lee Kuan accepte le défi, mené de son peuple et d'un gouvernement aussi motivé que lui. Ces derniers ont posé un plan à travers lequel ils visent des investissements étrangers et dans tout pour éduquer les générations futures. Ainsi, Singapour a commencé à exploiter son seul et unique avantage, la mer. Du coup, ils ont commencé à construire l'un des plus grands ports au monde afin qu'ils puissent contribuer aux échanges commerciaux qui passent par la Malaisie, le Vietnam, etc., etc. Enfin, grâce à Lee Kuan Yew, autrement appelé chez eux le grand maître, qui a pu arriver à son but. Le taux de chômage a atteint une valeur de 3% en 1980, tandis que leur PIB a connu une croissance inimaginable et qui est de 7 milliards de dollars en 1960 à 360 milliards en 2016, et qui égalise celui de la Malaisie qu'il avait bien sûr abandonné quelques années avant. Imaginez alors, mesdames et messieurs, ce que l'on est pour les autres domaines, la médecine, la biotechnique, etc., etc. Enfin, si cette petite île a pu conquérir le monde, nous aussi on est capables, car nous sommes le changement. Celui que l'on veut voir dans ce pays. Car tout le monde rêve d'un Maroc meilleur. Tout le monde rêve d'un Maroc où les valeurs humaines, où l'éducation et la santé sont les droits fondamentaux. Soyons les leaders de demain. Sortez les leaders qui sont en vous. Je crois en vous. Vous êtes capables. Merci. Citoyens du monde, bonsoir.
J'adresse ce discours pour toi, mon ami en détresse. Pour toi, mon ami le Marocain, le Syrien, le Palestinien. Pour toi, mon ami le Français, le Japonais, l'Américain et l'Anglais. Quelle que soit ta nationalité, ce discours est pour toi. Citoyens du monde, bonsoir. C'est moi la migrante clandestine. C'est moi la réfugiée qui quitte son pays qui ne revient jamais. C'est moi qui ai adopté la devise de fuir pour survivre. En l'absence de l'état de droit et de garantie de droits de l'homme fondamental, après plusieurs tentatives pour lutter contre cette absence, la migration reste la seule issue. Mon pays natal ne me convient pas. Quel que soit économiquement, professionnellement, socialement et même politiquement. Contrairement à ce que vous pensez, chers opposants, j'ai toujours été dévouée à ma patrie. Je n'ai jamais voulu risquer ma vie en quittant les terres de mes ancêtres et en allant m'aventurant dans d'autres terres étrangères. Mais l'instinct de survie et l'espoir de vivre une vie meilleure a dominé. Je suis l'acteur du changement et je ne resterai guère les bras croisés, quitte à en laisser ma vie. Au nom de tous les migrants, je dis haut et fort que mon pays natal ne me convient pas. Un pays où le chômage est à son paroxysme, où la liberté d'expression est compromise, où les politiciens sont des manipulateurs, où la corruption est devenue le moteur des affaires, où le chômage est à son paroxysme, où les changements climatiques sont de plus en plus défavorables, où les guerres et les bombardements ravagent les cités. Y a-t-il une quelconque possibilité d'y survivre? Je ne crois pas, non. Tout cela pour vous dire que la migration est tout ce qui montre qu'il y a un déséquilibre dans un pays. Vous allez sûrement dire que c'est une question d'adaptation, mais jusqu'à quand? Méritons-nous ce mode de vie autant que citoyens dont le seul espoir est de gagner leur vie? La réponse est bel et bien non. Chers opposants, pour ne pas vous sembler injuste, car c'est définitivement pas le cas, je vais épouser votre raisonnement. Allez, suivons votre logique. Vous avez déjà entendu parler d'un enfant syrien âgé de 3 ans. Il a été victime... Oups, ma langue a fourché. Je voulais dire, il a été coupable des bombardements et des guerres civiles, le sale criminel. Tout cela pour vous dire que dans un pays où règne la misère, la cruauté et le désespoir, un pays tout en ruine, c'est ce qui nous convient le mieux. N'est-ce pas, chers opposants? Et heureusement que mon monde est juste. Cet enfant syrien a été massacré. Il a été retrouvé mort au bord de la mer. Il a été condamné de mort. Et bien sûr, sa vie a été ruinée. Il aurait dû rester dans un monde chaotique, car après tout, c'est tout ce qui lui convient le mieux. Chers opposants, votre mentalité, ça me désole. On arrive au score de 2.0, mais la partie n'est pas encore terminée. Je suis également les victimes du Birmanie. Ces musulmans privés de leur citoyenneté du gouvernement du pays. Ces musulmans massacrés et persécutés par des bouddhistes cruels et sans pitié. Vous allez encore me dire que c'est moi la responsable? Que c'est ce que je mérite? Parce que c'est ce que vous laissez entendre en défendant votre poste, chers opposants. Merci. Mademoiselle Abaney, je ne vais pas vous démentir, mais bien évidemment, si je reçois une bourse de chez Oxford, je ne m'imagine pas refuser, mais moi, contrairement à vous, je vais revenir au Maroc avec mon diplôme et avec mon expérience et je vais l'aider, je vais contribuer à son développement parce que c'est celui qui me convient le mieux. Bonsoir. Mesdames et messieurs, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Stern Jimtin et je suis originaire des States, plus communément appelé Stat. Et je ne vais pas vous mentir, moi aussi quand j'étais petit, je me disais que c'était la honte et qu'aucune fille ne voudrait de quelqu'un qui vient d'une ville où il n'y a même pas de McDo. Mais en grandissant petit à petit, j'ai commencé à changer d'avis. Et surtout après avoir eu une conversation, comment dirais-je, physiquement douloureuse avec l'un de mes oncles, qui m'a fait ouvrir les yeux sur l'étendue de l'évolution de notre petite ville de Stade, qui a tellement évolué grâce à l'amour que lui portent ses habitants, et parce que peu sont ceux qui l'ont fui, et beaucoup sont ceux qui l'ont aidé à fleurir. Mais bien sûr, si les habitants de Stade avaient la même mentalité que nos chers opposants, je m'appellerais sûrement Mike, et je mangerais des cheeseburgers au petit déjeuner. Bon, je m'emporte un peu, mais comment ne pas être emporté contre un tel acte de lâcheté? Notre propre pays ne nous convient pas. Vous n'avez qu'à changer de parent tant que vous y êtes. Peut-être que non plus ne vous convient pas. Mesdames et messieurs, vivre dans un pays comme le nôtre, par exemple, pourrait déplaire à plein de personnes. Mais c'est le fait de contribuer à son développement qui est un défi en lui-même. Car aimer son pays ne requiert aucune justification, parce que qui a jamais demandé
à quelqu'un la raison de l'amour qu'il porte à sa mère. Et, chère audience, on a tous déjà regardé une vidéo de Léo Messi, par exemple, et avec ses fils, et on s'est dit, si seulement Messi était mon père. Mais c'est soit une claque de ta mère qui te réveille en te disant « Hamdallah ala dak shili indak » ou inconsciemment, vous vous dites que je ne changerai mes parents pour rien au monde. Et ce, pour la simple et bonne raison que c'est ceux qui nous conviennent le mieux. Merci. Monsieur Siddiq, si vous étiez en train d'entendre notre intervention, parce que si vous auriez connu que si votre pays vous convenait, comme vous êtes en train de dire, vous n'auriez jamais pensé le quitter. Vous êtes contradictoire. Les scènes de souffrance des enfants palestiniens étant innombrables, je me contenterai de vous citer les plus célèbres. Permettez-moi de vous dire, chers opposants, que juste après mon intervention, je suis sûre et certaine que le soi-disant argument que vous venez d'exposer devant notre honorable jury va vous paraître un simple prétexte non pertinent et sans aucun fondement logique et raisonnable. Bonjour, je m'appelle Maria Am, la petite fillette palestinienne âgée de 6 ans, qui n'a jamais connu la sécurité, comme des milliers d'autres filles palestiniennes. Je fais partie des victimes de ces crimes odieux commis au détriment de l'humanité et de l'enfance. Et je suis devenue complètement paralysée. En mai 2006, ma famille et moi essuyâmes un bombardement qui visait la liquidation de Mohamed Dahdoh, un des éléments de la résistance palestinienne. Un des missiles que l'armée israélienne a lancé a atteint la voiture de ma famille et a tué ma mère, mon frère, ma grand-mère et mon oncle maternel. Quant à moi, les éclats d'obus ont fait de moi une tétraplégique, incapable de respirer seule. Et depuis lors, je suis sur une chaise roulante à l'hôpital d'Alin al-Quds, occupée et je pleure à cause du fait d'être restée vivante. Et supplie à mon Créateur, exalté soit-il, de me réunir avec ma famille. Je porte ces paroles au nom de Maria, amener tout autre enfant qui vit dans un pays où règne l'instabilité et la guerre. Alors, chers opposants, une telle supplication prouve-t-elle à votre avis que la Palestine, pays où vit Maria, est-il le pays qui lui convient le mieux? La série des enfants pris pour cible ne s'arrête pas à Maria. Que dites-vous des techniques préméditées de torture psychophysique perpétrées contre les enfants palestiniens dans les prisons israéliennes? La torture dans les prisons israéliennes vise à amollir les esprits des enfants et à les paralyser intellectuellement et socialement et à donner naissance à une génération des jeunes traumatisés. La Palestine est-il le pays qui convient le mieux aux Palestiniens sous l'occupation israélienne? Certainement pas. Aujourd'hui, je suis la femme de l'Arabie Saoudite. Je fais partie de ce pays où je n'ai aucune liberté d'expression. Car après tout, je ne suis qu'une femme. Je suis cette femme soumise au contrôle de mon père, mon frère, mon mari et même mon fils. Je suis cette femme qui n'a pas le droit de renouveler son passeport ou de quitter son territoire sans l'autorisation de mon gardien. Je suis cette femme qui n'a pas le droit d'exercer toutes sortes de métiers, d'avoir un compte bancaire. Je suis cette femme qui, après de nombreuses années, j'ai enfin le droit de passer mon permis de conduire. Je vis en Arabie Saoudite et mon pays ne m'autorise pas à exister comme une entité à part entière. Et donc mon pays ne convient pas à les femmes émancipées et libres que je voudrais être. Et quand je décide d'être libre, je pars dans un autre pays pour me réjouir et m'épanouir, car mon pays ne me le permet pas. Et pour finir en beauté, je vous laisse penser au nombre faramineux des femmes saoudiennes qui sont devenues médecins, architectes et ingénieurs en dehors de leur pays. Mais oups, encore une fois, elles ne sont que des lâches pour penser à leur futur et bien-être. N'est-ce pas, opposants? Merci. Alors, très chères opposantes, vous nous avez dit que nous sommes des scientifiques, chose dont nous sommes très fiers. Mais de là à nous dire qu'il existe en moins un seul pays dont les citoyens ne sont pas fiers, alors vous savez, nous on a besoin de preuves et de sources, ça de un. Et de deux, vous devez être un peu plus créative, parce que de là à parler que de la Palestine, la Syrie, la Palestine, la Syrie, à un moment donné ça devient ennuyant, je suis désolée de le dire. Enfin bref. Namasté, je m'appelle Raju et j'ai 27 ans. Je viens du Népal, l'un des pays les plus pauvres du monde. Il y a à peu près quelques mois, un ami à mon père lui a conseillé de nous envoyer, mon frère et moi, au Qatar pour avoir du travail. Notre père alors s'était arrangé pour avoir de l'argent à droite à gauche et nous payer le voyage. Notre travail là-bas consistait à porter des charges lourdes pendant environ 12 heures chaque jour. Des fois même, on nous demandait de travailler 2 heures de plus.
Notre logement, quant à lui, était contribué par la société. 2 pièces où s'entassent une vingtaine d'ouvriers et où l'été la température avoisine les 50 degrés. Certains parmi nos colocataires sont morts, d'autres sont malades, tandis que d'autres souffrent de déshydratation. Ah ouais. Les conditions de vie sont déplorables pour l'un des pays les plus riches du monde. Pire encore, je connais certaines personnes qui n'arrivent pas à quitter Qatar, car le code du travail qatari, messieurs, dames, le système de la kafala, donne le pouvoir aux employeurs de confisquer les passeports, payer les salaires en retard, voire même ne pas les payer. Messieurs, dames, à l'heure d'aujourd'hui, moi je suis au Népal. Pourquoi ? Eh bien, c'est parce que je regrette d'avoir quitté mon pays. Parce que je regrette d'avoir été un esclave dans un autre pays. Parce que mon père regrette d'avoir fatalement succombé au fantasme du grand départ. Parce que mon frère est mort au Qatar à l'âge de 20 ans, sur les chantiers de Qatar, messieurs, dames. Où ? Quand ? Eh bien, tout ceci est arrivé un jour sans raison, après que l'employeur plutôt de mon frère lui a annoncé que sa paye allait être diminuée. Vous savez, messieurs, dames, Raju et son frère ne représentent que 2 personnes parmi tant d'autres. À l'heure d'aujourd'hui, ils sont plus de 776 morts népalais au Qatar. Et la Confédération syndicale internationale estime que si les conditions de vie et de travail ne changent pas, plus de 4000 personnes pourraient mourir d'ici la fin de la Coupe du Monde 2022. Et vous savez quoi ? Moi, non, je ne suis pas Raju. Je suis Rim. Et non, je ne suis pas népalaise. Je suis marocaine. Je ne suis pas à la recherche d'un travail dans un autre pays. Je suis la bachelière d'aujourd'hui et la leader de demain. Parce que moi, contrairement à ces Népalais, je resterai là. Je me battrai jusqu'à la fin. Je ferai de ce pays l'endroit où j'ai toujours souhaité vivre. Et je ne manquerai pas à mon devoir de citoyenneté. Parce que mes semblables ont besoin de moi. Parce que mon pays a besoin de moi. Parce que moi, Rim El Hadi, je suis le changement. Merci. Alors, encore une fois, mademoiselle Rim, je vais vous dire que, d'après l'intervention que vous venez de nous faire avancer, je vais vous dire que l'exception ne fait pas la règle, ça premièrement. Deuxièmement, vous avez dit que la Palestine et la Syrie n'est pas une preuve concrète, alors que diriez-vous de la France ? Moi, je vous dirais, la France, une destination qui a de quoi faire rêver plus que la moitié des Marocains, et c'est particulier ceux qui pensent toujours, tous les jours, à partir au bout du monde. Mais alors, de nos jours, serait français est loin d'être le projet le plus facile. Entre l'enfer fiscal, le choc culturel et les autres questions sociales, la France n'est plus la meilleure destination. Ça de deux. Et d'après les décideurs TV, il y a officiellement plus de 1,5 million de Français qui fuient leur pays pour vivre hors l'Hexagone. Mais ce chiffre est relativisé car il ne prend pas en compte les personnes inscrites au registre mondial d'expatriés. Et donc, à part une herbe plus verte que cherchent les Français en quittant leur terre natale, la réponse est bel et bien claire, messieurs, dames. L'homme par nature a un désir charnel d'avoir une vie paisible, tout en verdure, une carrière exceptionnelle. L'homme par nature ressent l'envie de découvrir d'autres horizons, d'en savoir plus sur lui-même et de connaître la façon dont il peut s'adapter aux différents climats. Ça de deux. Il y a 4 millions d'années, l'homme est apparu sur Terre. Cette apparition n'est pas au gré du hasard, mais cette vie a une raison d'être essentiellement spirituelle. Évoluer, travailler, s'accomplir, élever sa conscience et appliquer sa connaissance. Et s'il y a une seule chose que j'ai pu comprendre lors de mon existence, c'est qu'une profonde réflexion est la principale voie pour changer le monde. L'homme devrait alors prendre du recul et penser à ce que le monde pourrait devenir si nous agissions, si nous nous révoltions, si nous ripostions, si nous admettions des réalités au lieu de chercher des prétextes pour fuir les responsabilités. Malheureusement, ce n'est pas le cas de nos chers opposants qui se contentent de n'importe quelle situation, sous prétexte que c'est le destin, que nous sommes destinés à vivre éternellement dans un pays, quelles que soient les conditions, car après tout, c'est ce qui nous convient le mieux. Mais laissez-moi vous dire encore une fois, chers opposants, que vous êtes tout à fait contradictoire avec votre statut d'ambassadeur. Et je rappelle le serment de l'accréditation auquel vous êtes censé adhérer. Protéger mon environnement et ne jamais normaliser avec la médiocrité. Mais tout ce que je vois, c'est le contraire de tout cela. Mesdames et messieurs, je suis le Maroc, je suis une bonne nouvelle. Je suis le messager de cette terre qui ne fait qu'espérer qu'un jour le monde serait meilleur. Je suis ce Marocain qui pourrait considérer son Maroc comme étant convenable lorsque tous les Marocains aimeront cette croyance qui fait qu'être Marocain, c'est plus qu'une nationalité, c'est presque une profession. Lorsque le Marocain, même quand il se sent faible, choisit d'avancer, quand s'arrêter aurait été plus facile. Mon Maroc pourrait me convenir si la dévotion de chaque citoyen était plus forte que son attirance pour la violence. Écoutez un peu.
Mon Maroc pourrait me convenir si l'enrichissement culturel dépassait tout autre divertissement pourri et malsain. Mais vous savez, j'ai encore cette lueur d'espoir, cette voix qui me chuchote et me rassure qu'un jour le Maroc serait mon paradis, qu'un jour ma génération comprendra que c'est l'union qui fait la force et que c'est l'audace qui tue le doute, qu'un jour le citoyen comprendra que la critique est une éducation vers le bon chemin, que la critique a toujours été la meilleure solution pour évoluer notre pays. Car oui, mon Maroc mérite d'être la référence du mot amélioration. J'espère aussi qu'un jour mon Maroc serait le meilleur modèle de l'évolution, mieux que la Singapour, la Chine ou la Finlande. Mais cependant, il ne s'agit plus seulement d'un Maroc parfait, mais d'un monde positivement évolué. Le problème des pays sous-développés est un problème structurel, dont les solutions qui, en plus, ne peuvent être conjoncturelles, doivent être complémentaires. Alors bannissez-moi le raisonnement à court terme des néoclassiques et faisant appel aux keynésiens qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Regardez l'Inde et le Brésil, toutes les deux d'ici 5 ans seront considérés parmi les 5 meilleurs pays économiques du monde. Mais ceci reste ambigu dans la mesure où on assimile la richesse au bien-être, dans la mesure où les conditions de vie des citoyens sont tout à fait négligées. Excusez-moi. Ah oui, on ne peut atteindre un niveau de développement en améliorant un domaine et en négligeant un autre sous prétexte que ceci est convenable. Et comme on dit toujours, être meilleur, c'est être efficace. Notre Maroc a besoin, notre terre a besoin de notre passion, notre persévérance et de notre détermination. Notre Maroc a besoin de mon esprit critique et de mon efficacité. C'est la tâche de chaque génération de définir ce que veut dire être un citoyen. Chaque génération doit à sa précédente le devoir d'améliorer au lieu de normaliser avec la médiocrité. Je fais aujourd'hui appel à votre esprit de citoyenneté. Nous sommes la relève, faisons le bon choix, messieurs, dames, merci. Chère audience, permettez-moi de guider votre esprit pendant quelques instants. Suivez le son de ma voix. Vous vous appelez, disons, Amine, et vous êtes maintenant à l'aéroport de Marrakech. Vous ne stressez pas trop, parce que ce n'est pas votre premier voyage. Mais vous êtes quand même excité, parce que vous partez en Allemagne seul pendant 1 mois. Vous partez en Allemagne seul pendant 1 mois. Vous embarquez. L'excitation est toujours là jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse petit à petit, parce que vous commencez à vous endormir. La douce voix du pilote vous réveille. Wir landen in 15 Minuten. Nous atterrissons dans 15 minutes. Vous regardez à travers l'hublot le plus proche. Le paysage est magnifique. Peut-être encore plus beau que celui que vous avez laissé au Maroc. Deux semaines se sont écoulées et vous êtes maintenant à Primark. Ne niez pas, on y va tous. Vous cherchez le rayon des chaussettes parce que c'est normal, c'est 6 paires à 2 €. Mais bizarrement, vous ne les trouvez pas. Jusqu'à ce que, soudainement, derrière vous, vous entendez une voix qui dit « Et puis, vous retournez, et cette femme à laquelle vous n'avez jamais adressé la parole est en train de vous guider vers le rayon des chaussettes. Quelques instants se sont écoulés, vous êtes maintenant à la caisse. Vous entendez derrière vous quelqu'un qui dit « Amine, vous vous retournez, agréablement surpris que quelqu'un vous ait reconnu. Mais ce n'est qu'un petit garçon qui cherche son grand frère. Et là, c'est votre petit frère qui vous manque. » Bon. Mesdames et messieurs, 2 autres semaines se sont écoulées et c'est la fin de votre séjour en Allemagne. Vous êtes à présent encore une fois à l'aéroport, mais cette fois-ci, ce n'est pas la même excitation parce que c'est l'aéroport de la ville où vous avez passé vos vacances. Vous embarquez encore une fois, mais cette fois-ci, vous vous endormez directement à cause de la fatigue. Lorsque vous atterrissez, vous partez directement dans votre maison et vous donnez un gros câlin à vos parents, puis un gros câlin à votre petit frère. Vous vous reposez pendant quelques instants, vous faites une petite sieste, et puis soudainement, vous avez un petit creux. Vous sortez chez l'épicier, vous prenez du pain avec du thon et peut-être même un yaourt à boire, le tout à calcul mental, 11 dirhams. Alors que vous venez d'acheter un croissant à 2 € 2 jours avant. Ça vous fait sourire. Bon, le lendemain, vous partez chez votre famille paternelle. Vous leur racontez tout à propos de votre voyage tout en dégustant un succulent couscous. Après avoir mangé, vous rigolez, vous racontez des blagues. Vous passez du bon temps tout simplement. Après vient le moment de la sieste. Tout le monde s'endort, sauf vous. Vous vous asseyez, vous commencez à réfléchir. Et vous vous dites que ce sont ces moments-là qui vont rester à jamais gravés dans votre mémoire. Encore plus que ce mois que vous avez passé en Allemagne. Et c'est pour cela que l'on dit que le pays dans lequel on vit nous convient le mieux. Parce qu'un pays, contrairement à ce que pensent nos chères opposantes, n'est pas tout simplement un territoire ou une entité géographique. Non, un pays c'est le peuple. Un pays c'est une réalité historique, géographique, démographique et culturelle. Une substance charnelle et spirituelle. Mesdames et messieurs, le pays, c'est le corps, c'est l'âme. Merci.